Naval Ravikant a dit qu'à une époque de levier infini, le jugement, et non le travail, détermine le succès ou l'échec. Et qu'est-ce que le bon jugement sinon la capacité de penser clairement et stratégiquement, puis de prendre de bonnes décisions? Cette idée résonne en moi parce qu'elle est tellement vraie. Durant mes 20 ans, j'ai travaillé dur, mais à cause de mon mauvais jugement, j'ai pris de mauvaises décisions et j'ai investi mes efforts dans des opportunités à faible levier. Tout ce que j'ai obtenu, c'était 80 000 $ de dette et une camionnette de 13 places garée dans le centre-ville d'Auckland que je devais appeler chez moi. La plupart d'entre nous ne sont jamais vraiment enseignés à prendre de bonnes décisions. Par conséquent, nous avons tendance à les prendre en fonction de nos émotions, puis à les justifier par la logique. Mais cela ne nous mènera probablement pas très loin dans la vie, du moins ça n'a pas été le cas pour moi. Ce qui a marché, c'est que j'ai commencé à utiliser des modèles mentaux pour penser de manière plus stratégique. Un modèle mental n'est rien de plus qu'un cadre préconçu que l'on peut utiliser lorsque la situation nécessite une décision. Vous insérez simplement les différentes variables et voilà, vous avez une réponse. Vous avez ainsi systématisé le processus de développement d'un bon jugement. En cherchant des modèles mentaux que je pouvais utiliser, j'ai réalisé que je possédais un trésor de cadres stratégiques que j'avais développé en jouant aux échecs compétitifs. Une fois que j'ai commencé à puiser régulièrement dans ces cadres, la qualité de mes décisions, et finalement mes résultats, ont commencé à s'améliorer. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment devenir un penseur plus stratégique dans les affaires et dans la vie à travers 5 modèles mentaux que j'ai appris en jouant aux échecs. Plongeons dans notre premier cadre de pensée stratégique, contrôler le centre. C'est peut-être l'une des règles les plus fondamentales des échecs de haut niveau. Le joueur contrôlant les 4 cases au milieu du plateau a un énorme avantage car ses pièces ont une influence maximale sur le champ de bataille. C'est un peu comme avoir le terrain élevé. La raison pour laquelle le terrain élevé est si important, c'est qu'il vous donne plus de portée sans nécessairement vous exposer à plus de risques. Anakin Skywalker a dû apprendre cela à ses dépens, alors prenons une leçon de son livre. Illustrons ce point pour bien le comprendre. Imaginez un cavalier positionné sur l'une des 4 cases clés au centre d'un échiquier. De là, il exerce une influence sur 8 cases différentes. Mais si vous prenez ce même cavalier et que vous le mettez dans un coin, par exemple, il n'influence maintenant que 2 cases. La même chose peut être dite pour le fou. Du centre du plateau, il contrôle 13 cases, alors que du coin, il n'en contrôle que 7. La question à se poser lors de l'utilisation de ce cadre pour prendre une décision est la suivante: où se trouve le centre du plateau et que dois-je faire pour y placer mes pièces afin qu'elles aient une influence maximale? Appliquons ce cadre à 2 exemples, un de la vie quotidienne et un du monde des affaires, pour montrer comment vous pourriez penser en temps réel. Dans le jeu de la vie, disons que vous essayez de perdre 15 kilos. La manière stratégique de penser à cela est d'identifier les quelques cases sur l'échiquier qui vont vous donner le plus d'influence. En ce qui concerne la perte de poids, vous avez toutes sortes d'options. Vous pourriez suivre un régime, faire plus d'exercices, vous concentrer sur un meilleur sommeil ou jeûner, ou encore subir une liposuction. Mais quelles sont les options centrales? Eh bien, quand on le réduit à son essence, la perte de poids se résume à 2 choses, soit vous brûlez plus de calories, soit vous en consommez moins. Si vous faites cela, vous perdrez du poids. Mais, disons que vous êtes très occupé et que vous ne pouvez vous engager que dans l'une de ces 2 options. Laquelle est la meilleure? L'exercice ou la nutrition? Heureusement, la science sur ce point est assez claire. Vous ne pouvez pas compenser par l'exercice ce que vous mangez en trop. Par exemple, un Butterfinger contient 275 calories, et pour brûler une quantité équivalente, vous devriez faire un jogging de 2,5 miles. Bonne chance. L'exercice seul ne suffira pas. D'autre part, une bonne nutrition peut pratiquement remporter la partie à elle seule. La décision stratégique correcte, si vous ne pouvez choisir qu'une seule option, est de vous concentrer sur votre nutrition. Appliquons maintenant ce cadre à votre entreprise en nous demandant où se trouve le centre de votre plateau. À mon avis, il y a 3 cases clés à contrôler dans une entreprise. Vous avez le marketing, c'est-à-dire comment vous obtenez des clients. Vous avez les opérations, qui sont le produit réel et comment le livrez-vous à vos clients. Et puis vous avez les finances, c'est-à-dire comment gérez-vous les comptes bancaires pour vous assurer de ne pas être à court d'argent pendant que vous faites le numéro 1 et le numéro 2.
Si vous démarrez tout juste et que vous avez des ressources limitées, vous ne pourrez probablement pas vous concentrer sur ces 3 aspects simultanément. Ce qui signifie que vous devrez décider lequel est la priorité à tout moment donné. Si vous n'avez pas de produit à vendre, ne vous inquiétez pas des finances et du marketing. Si vous avez un produit mais pas de clients, concentrez-vous le dessus. Au début de chaque entreprise, vous, le fondateur, êtes littéralement chaque pièce sur le plateau et malheureusement, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Mais, espérons-le, ce cadre de contrôle du centre vous donne un cadre utile pour déterminer où doit se concentrer votre attention à tout moment jusqu'à ce que vous puissiez commencer à embaucher d'autres personnes pour contrôler les cases sur le plateau à votre place. Et une fois que vous en arrivez là, il est temps de maîtriser le prochain cadre, qui est de comprendre la véritable valeur d'une pièce. L'une des premières choses que l'on apprend aux échecs, c'est que toutes les pièces ont une valeur différente. Les pions valent 1 point, les cavaliers valent généralement 3 points, les fous valent 3 à 3,5 points, les tours valent 5, la reine vaut 9 et le roi est inestimable car si vous le perdez, vous perdez la partie. Maintenant, c'est juste une manière rapide et facile de calculer qui a l'armée la plus puissante à un moment donné. Par exemple, vous pourriez échanger un cavalier et un fou, qui ensemble valent environ 6 points, contre une tour et un pion, qui valent également environ 6 points. Ou vous pourriez échanger 2 tours contre une reine et un pion. Tout cela combiné vaut environ 10 points. Ce n'est qu'un bon point de départ, mais ce n'est que le début car la véritable valeur d'une pièce dépend en fait de quelque chose appelé dynamique du plateau. Pensez encore une fois au contrôle du centre. Un cavalier au centre du plateau a plus de portée et d'influence et est donc plus précieux qu'un cavalier dans le coin. L'un des meilleurs exemples que j'ai jamais vu de cela remonte au match de championnat du monde de 1985. Lorsque Garry Kasparov nous a montré qu'un simple cavalier, s'il est positionné correctement, peut dominer une reine et 2 tours simultanément. Ce légendaire petit chevalier a été surnommé le cavalier Octopus, et il vit dans l'infamie jusqu'à ce jour, du moins parmi un très petit cercle de nerds des échecs comme moi. Voici comment utiliser ce cadre pour réfléchir stratégiquement dans votre entreprise. La valeur de vos collaborateurs dépend de ce dont ils sont capables et de l'endroit où vous les placez sur le plateau. Jim Collins l'a exprimé de manière célèbre en disant qu'il faut mettre les bonnes personnes dans le bus et les mettre au bon poste. Et quand vous faites cela, c'est étonnant comme le jeu devient en réalité plus facile. Mais cela ne s'applique pas seulement aux affaires. Ce cadre peut aussi fonctionner dans votre vie personnelle. Par exemple, si vous avez des problèmes, disons de perte de poids, la question que nous nous posons souvent est « Comment devrais-je résoudre cela ?» Mais peut-être que la meilleure question est « Qui connais-je qui pourrait m'aider à résoudre cela ?» Peut-être que le frère de votre meilleur ami est nutritionniste et que vous pourriez demander des conseils et de la responsabilité. Boum! Le problème vient de devenir beaucoup plus facile à résoudre. Maintenant, une ressource vraiment géniale si vous voulez approfondir ce sujet est le livre intitulé Uno Tao de Benjamin Hardy et Dan Sullivan. Je vous recommande vivement de jeter un coup d'œil. Bon, passons au 3e cadre pour penser stratégiquement au problème. Ce cadre est appelé « position avant soumission ». Au jeu d'échecs, il existe plusieurs façons de déterminer qui est en train de gagner à un moment donné. La façon la plus évidente est de compter les pièces. Généralement, celui qui a l'armée la plus puissante a l'avantage, mais pas toujours, car comme nous venons de le voir dans les 2 cadres précédents, une armée plus petite occupant un meilleur terrain peut résister à une force beaucoup plus grande. Et nous avons vu cela à plusieurs reprises dans l'histoire. Par exemple, un exemple classique est l'histoire des 300 Spartiates qui ont arrêté l'Empire perse à la bataille des Thermopyles. Maintenant, certes, ils ont fini par perdre. Donc, peut-être que ce n'est pas le meilleur exemple. Mais quoi qu'il en soit, cela s'appelle avoir l'avantage positionnel. Et peu importe la taille de votre armée, vous devriez toujours vous demander, comment puis-je contrôler la position ? Parce que si vous le faites, gagner devient juste beaucoup plus facile. J'ai en fait réappris cette leçon il y a quelques années lorsque j'ai commencé à m'entraîner au jiu-jitsu brésilien, qui est vraiment juste, vous savez, un tas d'hommes adultes qui luttent sur les tapis pour se soumettre mutuellement. Une des plus grandes différences que j'ai remarquées presque immédiatement, c'est que lorsque vous luttez avec des ceintures plus basses, comme une ceinture blanche ou une ceinture bleue, elles cherchent constamment la soumission. Et vous voyez la même tendance lorsque les gens apprennent d'abord la boxe ou le muay thai.
Ils cherchent constamment ce coup de grâce qui va mettre fin instantanément au match. Peu importe où se trouvent ces personnes dans la position. Elles lancent juste des coups de poing, priant pour que quelque chose touche. Si vous comparez cela aux combattants plus expérimentés, les ceintures noires, par exemple, vous remarquez une stratégie très différente. Les ceintures supérieures ne vont pratiquement jamais pour les soumissions qu'après avoir dominé totalement la position. Ils arrivent à une position dominante en s'asseyant sur votre poitrine. Vous avez les bras étalés au-dessus de votre tête tout débraillés et alors ils finissent par vous étrangler avec pratiquement aucun effort. La même chose se produit aux échecs, dans les affaires et dans la vie. Les nouveaux joueurs se fixent sur l'attaque du roi adverse à tout prix. Et dans le processus de chasse aux maths, ils compromettent leur position. Les joueurs expérimentés comprennent que si vous contrôlez d'abord la position, les soumissions apparaîtront naturellement. Maintenant, je comprends. Il est dans la nature humaine de vouloir la solution facile, ce coup de grâce, c'est pourquoi des milliards de dollars sont dépensés dans des pilules miracles pour perdre de la graisse, des schémas pour devenir riche rapidement sur YouTube et la loterie. D'une manière ou d'une autre, nous pensons que si nous pouvons juste trouver ce petit truc, tout dans notre vie se mettra en place. Maintenant, je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais il n'y a pas de truc. Non seulement cela, mais passer tout votre temps à chercher en est un qui vous empêche de faire le travail laborieux de contrôle de la position qui, si vous lui donnez suffisamment de temps, vous mènera au succès. La question à poser dans toutes les demandes de votre vie et de votre entreprise est la suivante: qu'est-ce que cela signifie de contrôler la position ici? Pour moi, j'aime beaucoup réfléchir au concept de conception d'environnement, qui consiste à organiser votre vie de manière à créer une pente glissante vers vos objectifs. Maintenant, je développe ce concept en détail dans la vidéo intitulée « Comment démêler votre vie », que je mettrai un lien dans la description. Mais avant d'aller voir cela, passons à notre quatrième cadre mental pour penser stratégiquement. Et, spoiler, celui-ci est de loin mon préféré car c'est celui auquel les gens pensent le moins. Je l'appelle « posséder l'initiative ». D'accord. Donc, nous avons déjà discuté de deux façons de déterminer qui a l'avantage dans le jeu d'échecs. Vous pouvez compter les pièces pour savoir qui a l'armée la plus puissante ou vous pouvez regarder qui contrôle la position. Et, ces deux méthodes sont assez simples et faciles à déterminer, c'est pourquoi la plupart des gens utilisent par défaut. Mais, il y a une autre façon, une façon top secrète que les grands maîtres utilisent pour évaluer une position. Et, selon mon expérience en tant que champion d'échecs du lycée du Dakota du Sud de 9e année, cet avantage est généralement celui qui décide du jeu. C'est appelé l'initiative et cela est déterminé par le joueur qui dicte l'action. C'est-à-dire quel joueur agit et quel joueur réagit? Si vous pouvez répondre à cette question, alors vous pouvez prédire avec une grande certitude quel joueur finira par être victorieux. L'exemple classique de cela dans mon esprit est Napoléon qui semblait toujours avoir l'initiative. Il dictait où, quand et comment l'action se déroulerait. Malgré souvent des forces largement inférieures, il parvenait toujours à gagner encore et encore dans les affaires et dans la vie. Un manque de compétences ou d'expérience peut souvent être surmonté avec la bonne dose de détermination. Et la raison pour cela est que l'initiative conduit à la dynamique, et la dynamique est une sacrée chose. C'est le remède contre la procrastination, l'overwhelm, la surréflexion, et plus important encore, c'est souvent le facteur X du succès. La raison pour laquelle il tend à être si puissant est qu'il s'appuie sur une loi fondamentale de l'univers, qui est qu'un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Mais, voici le problème et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous luttent. Le contraire est également vrai. Un objet au repos a tendance à rester au repos. Et, si vous vous êtes déjà retrouvé coincé dans la boue de la vie, comme si vous ne pouviez pas prendre de l'élan, ne pouvez pas avancer, ce n'est pas de votre faute. Obtenir de l'élan est la partie la plus difficile car cela nécessite une quantité démesurée de ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Une fois que vous l'avez inséré dans le système, l'énergie requise pour maintenir le progrès diminue considérablement. J'appelle cela l'énergie de maintenance. Et c'est la raison pour laquelle il est plus facile de maintenir votre trajectoire actuelle dans la vie que de changer de cap. Alors, la façon dont nous pouvons utiliser ce cadre mental dans le contexte de la réflexion stratégique est de comprendre que lorsque nous comparons deux options d'action, souvent nous surévaluons la quantité d'énergie d'activation nécessaire pour obtenir de l'élan et sous-estimons la quantité d'énergie de maintenance requise pour soutenir. Par exemple,
obtenir un travail régulier nécessite beaucoup moins d'énergie d'activation que de démarrer votre propre entreprise. Cependant, le jour où vous cessez d'injecter de l'énergie de maintenance dans votre travail est le jour où vous cessez d'être payé. Donc, vous devez payer ce coût d'énergie de maintenance en permanence. Alors qu'en affaires, si vous la construisez correctement, la quantité d'énergie de maintenance que vous devrez personnellement injecter dans la machine est en train de diminuer progressivement avec le temps et pourrait même atteindre le point de nécessiter zéro énergie de votre part. Et c'est quand vous jouez enfin dans l'arène du revenu passif ou ce que je préfère appeler le revenu levier. Mais ça, c'est une conversation différente entièrement. Si vous voulez en savoir plus sur le revenu levier, je vais laisser un lien pour ça ci-dessous. Mais, avant de partir vérifier ça, je veux partager avec vous un autre cadre pour penser stratégiquement. Et, celui-ci est assez important car, comme son nom l'indique, c'est le coup le plus difficile à trouver. Un des plus grands joueurs à n'avoir jamais remporté un championnat du monde d'échecs avec un gars que vous avez probablement jamais entendu parler nommé Vasile Ivanchuk. Je pense beaucoup à ce gars parce qu'il a dit quelque chose qui m'est resté au fil des ans. Il a dit, le coup le plus difficile à trouver est un retrait de nuit, ce qui, à mon expérience, est vrai. Mais la question à laquelle je reviens toujours est, pourquoi est-ce si difficile à trouver? Eh bien, il y a vraiment deux raisons. Premièrement, les retraits tactiques dans les jeux et dans la vie sont toujours difficiles à voir car nous assimilons souvent le mouvement vers l'avant au progrès. Si nous ne nous dirigeons pas directement vers un but, cela peut souvent sembler une perte de temps et d'énergie. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle un retrait de nuit est si difficile à trouver résulte du fait que la nuit elle-même se déplace d'une manière complètement différente de n'importe quelle autre pièce sur le plateau. En particulier, il y a un aspect du modèle de déplacement particulier du chevalier qui peut vraiment perturber votre esprit. C'est-à-dire, il peut sauter par-dessus d'autres pièces. Lorsque nous combinons ces deux choses, nous avons maintenant une pièce qui se déplace d'une manière très étrange loin de nos objectifs. En conséquence, la plupart des gens ne s'arrêtent même pas pour considérer ces mouvements. Mais la vérité est que parfois, faire un pas en arrière est en fait le moyen le plus rapide de progresser. Par exemple, l'une de mes entreprises en 2018 était hyper concentrée sur la croissance. Nous avions investi beaucoup d'argent dans l'infrastructure et les machines pour produire nos produits. Maintenant, nous devons générer beaucoup de revenus pour couvrir ces dépenses. À ce moment-là, nous avions un client massif en particulier qui représentait près de 10% de notre revenu annuel. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avions peur de perdre ce client. Donc, nous ferions à peu près tout pour les garder heureux. Le problème était qu'ils étaient impossibles à satisfaire. Ils m'appelaient à toute heure de la nuit. Ils envoyaient des dizaines de courriels stressants chaque jour à notre responsable de la livraison et cela a atteint un point où mon équipe et moi passions plus de temps à les gérer qu'à tous nos autres clients réunis. Finalement, nous sommes arrivés au point où nous avons enfin vu le seul mouvement que nous avions négligé tout ce temps, la retraite tactique. Autrement dit, nous avons licencié ce client et du jour au lendemain, notre chiffre d'affaires a chuté de 10% à un moment où nous avions vraiment besoin de cet argent. Mais le résultat de cette retraite a été que cela a libéré tellement de temps et de bande passante mentale de mon équipe que nous pouvons maintenant nous consacrer aux autres 90% de nos clients, ce qui a entraîné une énorme augmentation du chiffre d'affaires qui a largement dépassé les 10% que nous avions abandonnés quelques mois auparavant. Maintenant, la morale de cette histoire est que parfois, faire un pas en arrière est en fait le moyen le plus rapide, dans de nombreux cas, le seul moyen de progresser. Donc, la question que j'aimerais me poser est quel est le mouvement que je ne considère même pas en ce moment? Parce que cela semble tellement faux. Peut-être que c'est quitter votre emploi. Peut-être que c'est déménager dans une autre ville. Peut-être que c'est mettre fin à une relation qui ne vous sert plus, peu importe ce que c'est, répondre à cette question est souvent la clé pour trouver le bon coup. Yo! Quoi de neuf, les gars? Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Mais si vous voulez aller encore plus loin, vous devriez consulter la newsletter de l'entrepreneur hyper concentré. C'est quelque chose que nous publions chaque semaine. Beaucoup d'efforts y sont consacrés. Nous y abordons différents concepts de business, d'investissement et de maîtrise de soi.
je vais laisser un lien dans les commentaires, et vous voudrez certainement le consulter car un ami et moi-même travaillons actuellement sur quelque chose que nous allons lancer dans la nouvelle année et les personnes abonnées à la newsletter auront accès en premier. Alors, allez trouver le lien dans les commentaires, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.